La libération en Irak de l'otage français Bernard Planche. Cet ingénieur avait été kidnappé il y a un peu plus d'un mois. Bernard Planche est ce soir à l'ambassade de France à Bagdad. De nouveaux foyers de la grippe aviaire en Turquie. 5 nouveaux cas au moins ont été décelés, tous porteurs de la forme la plus dangereuse. Par ailleurs, le virus a été identifié sur des poulets morts à Istanbul. Les autorités sont critiquées pour leur gestion insuffisante de la crise. Ariel Sharon devrait progressivement sortir de son coma artificiel à partir de demain. C'est alors que l'on connaîtra l'étendue d'éventuelles séquelles. Après un nouveau scanner aujourd'hui, ses médecins parlent d'un état stationnaire avec une légère amélioration. Une grande partie de la famille socialiste réunie à Jarnac pour le 10e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Hommage officiel dans la ville natale de l'ancien président. La folie des jeux qui s'est emparée des Français, le loto, l'euro million, le quintet, le rapido, 6 Français sur 10 jouent régulièrement. Un pactole pour la Française des Jeux et le PMU, mais une passion qui peut être dévastatrice pour les accros du jeu. Madame, Monsieur, bonsoir. Après un mois de captivité en Irak, Bernard Planche est ce soir en sûreté à l'ambassade de France à Bagdad et devrait être rapatrié rapidement. Un certain flou entoure encore les circonstances dans lesquelles cet ingénieur a été relâché. Pour le gouvernement français, c'est à l'évidence une bonne nouvelle et bien sûr le soulagement pour sa famille. Loïc Delamornay, Amaury-Guibert. C'est ici, dans les locaux discrets de l'ambassade de France à Bagdad, que Bernard Planche a été accueilli en début d'après-midi. Il a été libéré hier vers 14 h aux alentours de la célèbre prison d'Abu Ghraib. Selon des sources irakiennes, ses ravisseurs le transféraient en voiture vers un autre lieu de détention quand ils auraient paniqué à la vue d'un poste de contrôle américain et relâché précipitamment leur otage. Ce matin, à Paris, le Quai d'Orsay a confirmé cette libération sobrement. Bernard Planche a été retrouvé à l'occasion d'une opération de contrôle par les forces de la coalition et je n'ai rien de plus à ajouter que ce qu'ont dit les militaires irakiens ou américains hier. Bernard Planche avait été enlevé le 5 décembre devant son domicile à Bagdad. Cet ingénieur de 52 ans travaillait pour le compte d'une ONG dans une station d'épuration. Fin décembre, il était apparu aux mains de ses ravisseurs sur une vidéo diffusée par la chaîne Al Arabiya. My name is Bernard. I'm 52. La brigade de vigilance pour l'Irak, une organisation peu connue, menaçait de le tuer si la France ne mettait pas fin à, je cite, sa présence illégitime en Irak, alors que Paris n'a pas de troupes sur place. Il y a une semaine, son frère et sa fille avaient lancé un appel aux ravisseurs sur la même chaîne arabe. Il est venu aider à la reconstruction pour le peuple irakien. Nous avons confiance et sommes sûrs que vous ne lui ferez pas de mal. Libérez-le s'il vous plaît. C'est mon père et je l'aime. Joints ce soir par téléphone, Isabelle et Michel Planche se sont dit très soulagés mais souhaitent rester discrets jusqu'au retour de l'ex-otage qui pourrait intervenir dès demain. La grippe aviaire marque une nouvelle progression en Turquie avec de nouveaux foyers et de nouveaux cas, tous porteurs de la forme la plus virulente. À Istanbul, le virus de la grippe a été détecté sur des poulets morts. Les autorités semblent dépassées. En tout cas, la gestion de cette crise sanitaire fait l'objet de nombreuses critiques. Le gouvernement est accusé de tarder à prendre les choses en main. Pour sa part, l'OMS se veut rassurante. Il n'y a pas de menace nouvelle de transmission de l'homme à l'homme. Florence Malik. L'hiver est rude à Dogu Bayazit. La bourgade est engourdie par le froid et le malheur. La famille Kossigit vient de perdre 3 de ses enfants il y a quelques jours. Pour 2 d'entre eux, le virus H5N1 est la cause certaine du décès. Le père explique que la famille a consommé des poulets malades sans vraiment s'inquiéter. Nos volailles ont toujours été saines. Ma femme a toujours ramassé les œufs. On n'avait rien remarqué d'inhabituel. Mais c'est devenu du poison pour nos enfants. Les villages touchés par la grippe aviaire se trouvent dans des régions pauvres et isolées de la Turquie. Les habitants vivent dans une étroite promiscuité avec leurs volailles. Les poulets ont probablement été contaminés par des oiseaux migrateurs avant d'infecter principalement les enfants. Nous savons depuis hier que c'est le même virus que celui qui était sur des oiseaux sauvages en Chine. 9 foyers ont été identifiés, une dizaine d'autres sont suspects. Les équipes chargées d'éliminer les volailles ne sont pas assez nombreuses ou sont incapables d'atteindre certains endroits rendus inaccessibles par la neige. Les villageois sont invités à prendre eux-mêmes des mesures de précaution. Nous avons jeté les poulets morts dans la rivière. Nous mangeons du poisson à la place des volailles et on aimerait bien recevoir de l'aide le plus tôt possible. L'hôpital central d'Ankara accueille les malades les plus atteints.
5 nouveaux cas viennent d'être testés positifs à la forme la plus virulente de la grippe aviaire. Au total, 9 personnes en Turquie ont été contaminées. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la propagation de la maladie pourrait s'expliquer par l'insuffisance des mesures de protection dans le pays. En Grèce, beaucoup plus de peur que de mal. Un tremblement de terre a secoué à la mi-journée le sud du pays jusqu'à Athènes. Il n'y a pas de victimes, mais le séisme de 6,9 sur l'échelle de Richter a été ressenti jusqu'à Zagreb, Naples et Tel Aviv. La secousse s'est produite en pleine mer, ce qui a amorti considérablement les effets. On ne saura en France qu'en début de semaine si les traces de peinture relevées sur la coque du navire maltais sont celles du chalutier qui a coulé jeudi matin, faisant 5 disparus. On apprend par ailleurs que Malte a ouvert une enquête. Mathias Silian, Jean-Marc Nouknouk. Le Sichem Pandora est toujours à quai à Dunkerque. Pourtant, depuis hier, rien ne l'empêche de quitter le port français. Son sort dépend désormais des autorités maltaises. À Cherbourg, les pêcheurs ont du mal à comprendre. Le droit maritime est pourtant formel. Le Klein Familieux était dans les eaux internationales au moment de l'accident. Le Sichem Pandora, soupçonné d'être impliqué dans la collision, est un cargo maltais. C'est donc à Malte de mener l'enquête. Est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est qu'un bateau de pêche, déjà? Est-ce qu'ils connaissent nos signalisations? Il y a beaucoup de choses à revoir. Moi je dis que ça va être la justice française qui va s'occuper de ça. Pas trop confiance dans la justice maltaise? Non, ça va être encore étouffé, ça va durer 5 ans, ça va durer... Non, il faut que ce soit tout de suite. Hier, l'État maltais annonçait l'ouverture d'une enquête sur l'implication du Sichem Pandora. Pas de quoi rassurer les pêcheurs normands. L'équipage n'est pas forcément maltais, bien sûr, comme le pavillon l'indique. Si j'ai bien compris, le commandant est russe et une partie de l'équipage est ukrainien. Maintenant, le pavillon maltais reste quand même un pavillon de complaisance. Donc ça nous inquiète fortement, oui. L'épave du Klein Familieux gît toujours par 70 mètres de fond. Aujourd'hui, le robot chargé de l'inspecter n'a pas pu être mis à l'eau en raison du mauvais temps. Reste une question, la peinture verte prélevée sur la coque du Sichem Pandora appartient-elle bien au Klein Familieux? Des analyses sont en cours, réponse demain ou après-demain. Une grande partie de la famille socialiste s'était donné rendez-vous à Jarnac pour commémorer le 10e anniversaire de la mort de François Mitterrand. Un hommage officiel dans la ville natale de l'ancien président où il est enterré dans le caveau familial. Jeff Wittenberg sur place et José Blessex. Je demande la minute de silence de recueillement. Devant le caveau familial, Laurent Fabius et Lionel Jospin entourant Mazarine, la fille de François Mitterrand. Et puis Jack Lang, Roland Dumas, que l'on ne voyait plus guère avec ses camarades socialistes, tant d'autres. La photo de famille est rare. Ça prouve que c'est toujours le vieux qui nous rassemble. Quelque part, pour beaucoup de socialistes de ma génération, c'était un petit peu le papa de remplacement. Et s'ils ne sont pas tous ses enfants, chacun a semblé aujourd'hui revendiquer une petite part de l'héritage, jusqu'à la façon, comme les anciens ministres Hubert Védrine ou Louis Mexando, de porter le chapeau, comme Mitterrand. Mitterrand aurait souri tout ça. Hein, d'ailleurs, il m'en parlait de temps en temps. Il me disait, j'ai rencontré très haï aujourd'hui. Mais demain, tout le monde m'aimera. C'est le cas. Mais entre tous, la star incontestée du jour, c'est elle, Mazarine Pinjot. Dans le cimetière, tous les photographes sont à l'affût. Un peu plus loin, elle affirme ressentir aujourd'hui la vraie réhabilitation de son père. L'histoire est en train de faire son prix. Elle le fait bien. Voilà. Ça m'a rempli de fierté. Remplie de fierté encore quand, avec Gilbert, le fils cadet de Mitterrand, elle dévoile la plaque commémorative sur la maison natale. Mitterrand suscite décidément l'écuménisme politique, même Jean-Pierre Raffarin, qui présidait la région quand la maison a été rachetée, a voulu être là. C'est un grand Charentais, et donc on peut discuter sa politique, mais il faut aussi honorer sa mémoire. À l'intérieur, le salon, la salle à manger qui vient grandir le futur chef de l'État et, en croisant les visiteurs du jour, encore des retrouvailles avec des figures de toutes les époques de Mitterrand et de la gauche. Pour des années qui ont été exaltantes, remarquables, magnifiques, voilà, qu'on regrette un peu. 10 ans après la mort de François Mitterrand, c'est beaucoup d'images de l'homme vivant que je garde à l'esprit et au cœur. Seuls 2 présidentiables du PS se sont fait excuser aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn et Ségolène Royal, partis soutenir la candidate de gauche au Chili. Il y en a un qui se mouille et puis l'autre qui est au soleil. Témoins du défilé, les habitants de Jarnac auront vu presque autant de monde qu'il y a 10 ans.
Et à Paris, pour l'occasion, il y avait foule au siège du Parti socialiste pour cette opération portes ouvertes avec photos, projections de films et extraits de discours de l'ancien président. Plus de 180 clichés de campagne, de réunions avec les militants, un album retraçant en fait les 2 septennats. Cette exposition devrait durer toute la semaine. En Israël, on vit au rythme des communiqués de l'hôpital de Jérusalem. À la mi-journée, l'état de santé d'Ariel Sharon était stationnaire, même si le nouveau scanner qu'il a subi ce matin montre une amélioration continue. Ses médecins envisagent de le faire progressivement sortir du coma à partir de demain. Ce n'est qu'alors et qu'à ce moment-là que l'on saura l'étendue des séquelles dont il pourrait souffrir. Ariel Sharon, qui depuis mercredi soir, vous le savez, a été victime de plusieurs hémorragies cérébrales. Même si les médecins parlent de lueur d'espoir, ils considèrent très improbable qu'il reprenne un jour ses activités politiques. Nous verrons. Je vous propose de revoir en tout cas le film des événements depuis la première attaque. Gilles Marinet. Dans cette ambulance qui fonce vers un hôpital de Jérusalem, Ariel Sharon lutte contre la mort. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, les médecins l'opèrent durant 7 heures afin de résorber une hémorragie cérébrale en évacuant le sang de la boîte crânienne. Un scanner a été effectué pour évaluer la situation globale à l'intérieur de son cerveau. Puis il a été ramené au bloc opératoire pour une deuxième opération. Cette fois, l'opération dure 5 heures. La nouvelle surprend des Israéliens qui, la veille encore, avaient pu voir à la télévision leur Premier ministre apparemment en forme malgré une précédente attaque cérébrale le 18 décembre, qualifiée de légère. Pour diminuer la pression crânienne, les médecins plongent Ariel Sharon dans un profond coma artificiel. Son état est alors jugé très grave, mais stable. Vendredi matin, encore une hémorragie et 3e opération. L'incertitude est totale. Visage fermé, le porte-parole de la présidence du Conseil quitte l'hôpital, mais Ariel Sharon lutte toujours. Les médecins se déclarent impressionnés par sa résistance. Son état s'améliore suffisamment pour que l'équipe médicale prévoit lundi une possible sortie du coma. L'équipe médicale pourrait diminuer les doses d'anesthésiques, si bien sûr l'état du Premier ministre reste stable. L'un des neurochirurgiens a estimé que le Premier ministre israélien avait de très grandes chances de survivre, mais l'heure de son réveil sera aussi celle du bilan des séquelles physiques. Elle pourrait s'avérer très grave. Dans cette période d'attente et d'incertitude, voyons comment l'on réagit dans les territoires. La question de la succession d'Ariel Sharon est posée. À Ramallah comme ailleurs, on ne se fait guère d'illusions. Reportage Yasmina Farber, Philippe Lussier. À Ramallah, Ariel Sharon restera l'homme qui a assiégé la Moukata, la résidence de Yasser Arafat. Sur la place Al-Manara, l'état de santé du Premier ministre israélien n'émeut pas les foules. Les Palestiniens pensent à l'avenir. Pour nous, l'absence de Sharon ne représente rien. Tous ces politiques israéliens se valent, que ce soit Olmert, son remplaçant ou un autre, on espère que ça ira mieux. Qui sera le prochain? Netanyahou? C'est pire. Tous les Israéliens se ressemblent. Ils ne veulent rien nous donner, rien, aucune terre. Au siège du gouvernement de l'autorité palestinienne, c'est le Conseil des ministres hebdomadaire. Ahmed Korey a envoyé un message de rétablissement à son homologue israélien. Quelles que soient les circonstances, les Palestiniens et les Israéliens doivent construire leurs relations sur la base de négociations, du rétablissement de la confiance. In Khouri est la future porte-parole de l'autorité palestinienne en France. Selon elle, Ariel Sharon était un interlocuteur de poids, mais il n'est pas irremplaçable. L'héritage de Sharon n'est pas très clair, malheureusement. Et c'est une période difficile pour les Palestiniens, puisque surtout que la violence israélienne continue, les assassinats politiques, les incursions militaires. Le mur de sécurité n'a cessé de grignoter du terrain sous l'impulsion d'Ariel Sharon. À Ramallah, la population continue de se sentir prisonnière. Il y a un an, Mahmoud Abbas était élu président de l'autorité palestinienne. Les Palestiniens étaient alors très optimistes pour l'avancée de négociations avec Israël. Aujourd'hui, ils estiment que Sharon a été un obstacle à la paix. Ils attendent son successeur sans grande conviction. En Irak, en 2 jours, les forces américaines ont essuyé des pertes sévères. Un hélicoptère militaire de la coalition s'est écrasé hier dans le nord-ouest du pays. 12 personnes ont été tuées. On ignore les circonstances de ce crash. Par ailleurs, 5 Marines ont perdu la vie à Fallujah. À la Mecque, c'est aujourd'hui que débute le grand pèlerinage annuel. 2,5 millions de pèlerins sont sur place et comme le veut la tradition, hommes et femmes revêtus de blanc ont commencé à avancer vers Mina, empruntant le chemin parcouru par le prophète Mahomet. Des centaines de policiers sont déployés dans la zone, appuyés par des ambulances et des hélicoptères.
Le pape Jean-Paul II lui avait pardonné. Il sera bientôt un homme libre. Ali Aqsa, qui avait tenté d'assassiner le Saint-Père en 1981, sera libéré d'ici quelques jours. Après une vingtaine d'années dans les prisons italiennes, il finissait sa peine à Istanbul, où le tribunal turc vient d'autoriser sa prochaine libération. Anouk Burel. Ali Aqsa, son nom reste associé à cette image. 13 mai 1981. Blessé à l'abdomen, le pape Jean-Paul II s'effondre place Saint-Pierre à bord de sa voiture décapotable. Dans la foule, un jeune homme de 23 ans vient de tenter d'assassiner le pape. Ali Aqsa, militant ultranationaliste turc, n'expliquera jamais clairement les raisons de son geste. Un geste qui le plonge pendant 19 ans dans les geôles italiennes. Non seulement le pape pardonnera à l'homme qui a voulu le tuer, mais en plus, il ira le voir en prison. C'était le 27 décembre 1983, quelques jours après Noël. Étrange Ali Aqsa. Il considère alors le pape comme son frère spirituel. Lors de son procès, ses paroles sont proches du délire. Il parle de la fin du monde et se prend pour le Christ. Extradé en Turquie en 2000, il fait savoir son émotion à la mort du Saint-Père et demande à assister à ses obsèques. Demande refusée par le ministère turc de la Justice. Un tribunal d'Istanbul considère aujourd'hui qu'il a fait son temps. À 47 ans, Ali Aqsa sera bientôt libre. Le tueur en série Michel Fourniret va devoir rendre des comptes à la justice française. C'est demain qu'il sera extradé de Belgique, où il est emprisonné depuis plus d'1 an et demi. Michel Fourniret répondra dans le courant de l'année devant la cour d'assises des Ardennes du meurtre de 7 jeunes filles. Un premier procès. Amaury Guibert. Légèrement voûté, barbe de quelques jours et petites lunettes, toujours la même volonté de passer inaperçu. Michel Fourniret y est arrivé pendant près de 20 ans, 2 décennies d'un parcours criminel hors norme. Dans les années 80, il purge en France une peine pour agression sexuelle et rencontre, grâce à une petite annonce, Monique Olivier. Libéré en 1987, il s'installe avec elle dans l'Yonne, à Saint-Cyr-les-Colons. Premier mois de vie commune et premier meurtre, celui d'Isabelle Laville. Peu après, le couple part vivre dans les Ardennes, achète un château où Michel Fourniret va enterrer 2 autres jeunes filles, Jeanne-Marie Desrameaux et Elisabeth Brichet. Début des années 90, les Fourniret s'installent dans cette maison, de l'autre côté de la frontière, en Belgique. Une sinistre carte du crime se dessine jusqu'à l'assassinat en 2001 de Malania Tumpong. Arrêté en 2003 pour une tentative d'enlèvement, Michel Fourniret n'avoue qu'1 an plus tard quand sa femme le dénonce. Le profil du tueur en série présumé déroute. Il livre les indices comme bon lui semble, voulant même choisir les enquêteurs qui l'interrogent. C'est manifestement sa manière à lui d'exister dans cette procédure où maintenant tout l'accable. Il choisit de coopérer à sa manière, à son rythme et avec qui il le veut. Extradé demain vers la France, Michel Fourniret sera jugé pour 7 meurtres, même si d'autres affaires lui sont imputées. Sa femme, poursuivie pour complicité dans la plupart des dossiers, a déjà été extradée en France au début du mois de décembre. Le couple se retrouvera avant la fin de l'année devant la cour d'assises des Ardennes. Au chapitre social, je vous propose maintenant de suivre cette histoire exemplaire, celle d'une insertion réussie, une jeune femme battante, courageuse, qui il y a 1 an était hébergée au SAMU avec sa fillette de 5 ans. Depuis, elle a fait du chemin, trouvé du travail et un logement. Marianne Masse, Patrick Wurstorm. Faire ses courses, apprivoiser son nouveau quartier, rentrer chez elle, Donia rêvait de cette vie comme les autres depuis longtemps. Ma première nuit, je l'ai passée le 25 décembre, le jour de Noël. J'ai pris un cadeau, c'est un très beau cadeau. Tu ouvres la porte. Un appartement rien qu'à elle, enfin, après plus d'1 an de galère. L'an dernier, nous avions rencontré Donia dans la petite chambre d'hôtel qu'elle partageait avec sa fille. Une chambre payée par le SAMU social parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Quand on quitte l'espace du 115 pour arriver dans un espace plus grand, il n'y a pas de mots. Quand on se lève le matin, on a la cuisine, on a la chambre, on a la salle de bain, on a la salle de bain pour nous en fait. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu préfères ici? C'est les clés, la porte, la chambre. William dort encore avec sa maman, mais elle aura bientôt son lit à elle. À 5 ans, elle s'installe tranquillement dans sa nouvelle vie. C'est à force de ténacité que Donia est sortie de la rue. En quelques mois, elle a trouvé un travail de femme de ménage qui lui permet d'avoir un revenu, un logement, bref, une place dans la société, même si parfois sa vie d'avant lui manque un peu. J'avais l'habitude avec le 115, avec tous les gens, c'était familial, c'était chacun sa petite chambre et tout. Et quand on se lève le matin comme ça, on est chez nous, on a un petit passement au cœur par rapport à eux. Ça va, ça va.
Il y a encore quelques jours, sa vie était concentrée dans ce couloir d'hôtel, chambre 131, autour de ses voisines, ses copines de gamme. Faut pas pleurer. Toi aussi, tu auras tes papiers et tout, tu auras ta maison et tout. Donia s'est promis de revenir les voir, les aider autant que possible et redistribuer un peu de l'aide qu'elle a reçue maintenant qu'elle a à soi une adresse bien à elle. Est-ce que j'ai du courrier? Pas rien, toi aussi. J'ai pas de courrier. Ça s'est calmé alors pendant 5 jours. Hein? Faut changer d'adresse. Ouais, je sais, je vais faire changement d'adresse mardi. Non. Véritable phénomène de société, la folie des jeux qui s'est emparée des Français, le loto, l'euro million, le quintet, le rapido, 6 Français sur 10 jouent régulièrement, un pactole pour la Française des Jeux et le PMU, mais une passion qui peut être dévastatrice pour les accros aux jeux. Vincent Fourcade, Daniel Lévy. À Franconville, tout le monde connaît l'histoire. Celle d'un chômeur qui rentre dans ce café, achète un ticket et gagne gros, près de 76 millions d'euros, record de France. Depuis, le bar de l'arrivée a pris des allures d'Eldorado. Les chercheurs d'or s'y pressent, certains d'y faire un jour fortune. Le monsieur qui a gagné, je le connais, il a bien gagné. Hein. Pourquoi? Ça peut arriver à tout le monde. C'est pour ça qu'on joue, autrement je ne jouerais pas. Vendredi j'ai joué parce que la casette était à 89 millions. Hein. 89, oui ça. La prochaine fois, je vais jouer encore plus. Depuis la création de l'euro million il y a 2 ans, 10 Français ont empoché les jackpots de plus de 10 millions d'euros. Les chances de décrocher le gros lot sont pourtant minces. 1 sur 156 millions, mais ce jeu fait pourtant de plus en plus adepte. Vous avez 10 fois moins de chances de gagner par rapport à l'auto. Hein. Parce que le jeu, quand même, est assez compliqué. Mais la somme, c'est ça qui fait rêver. C'est qu'est-ce qu'on cherche dans les jeux, le rêve. Un effet pactole qui attire chaque jour de nouveaux joueurs. Loterie, tickets à gratter. En 2005, les Français en ont acheté pour près de 9 milliards d'euros. Les amateurs de course ne sont pas en reste. Ils ont parié l'an passé pour 8 milliards d'euros. Parmi ces parieurs, de plus en plus de personnes défavorisées, hypnotisées par des espoirs de gains rapides. On est dans une société qui vit dans le fantasme du gain immédiat, dans une société qui vit dans une réalité économique qui n'est pas rose du tout. Et dans les milieux populaires, la solution du gain par le jeu vient comme une solution immédiate. 40 millions de Français disent jouer au moins une fois par an à des jeux d'argent. Et on estime à 900 000 le nombre de personnes à avoir développé une véritable dépendance. Terrible scénario, digne des Dents de la Mer en Australie. Une jeune femme a été attaquée par un ou par des requins. La plongeuse n'a pas survécu. Les plages alentours ont été fermées. Florence Griffon. C'est sur cette plage qu'ont été tournées certaines scènes du film Les Dents de la Mer. Et c'est ici qu'a eu lieu le drame. Hier vers 17 h, un ou des requins ont attaqué une jeune fille de 21 ans à quelques mètres du bord. Cet homme et cette femme ont tenté de porter secours à la victime, mais en vain. On l'a entendu hurler, alors j'ai couru dans l'eau. On la voyait couler, puis remonter à la surface. Elle criait « Au secours !» Alors j'ai pu l'attraper. J'étais là moi aussi. Il y avait du sang autour d'elle. Là, on a réalisé qu'elle n'était pas en train de se noyer, mais qu'il y avait une attaque de requins. Alors j'ai crié à tout le monde de sortir de l'eau. Pendant que mon mari la portait, j'ai voulu la prendre par le bras, mais elle l'avait perdu. Ce que j'ai pris, c'est un membre déchiqueté. C'était horrible. Le requin lui avait arraché les 2 bras. La jeune fille, encore vivante, a été transportée par hélicoptère à l'hôpital le plus proche, où elle est décédée peu de temps après son admission. D'après les autorités, le responsable serait un requin taureau, comme celui-ci. Une espèce qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de long et qui vit dans les eaux chaudes à faible profondeur. Il chasse en bande, mais s'attaque rarement à l'homme. C'est ce qui explique que ce genre de drame est tout à fait exceptionnel. Partons pour la Grande-Bretagne où le gouvernement a lancé il y a quelques jours un véritable plan d'urgence dans les cantines scolaires. On y mange mal, on y mange froid, un scandale pour les parents. Le système, il est vrai, a été privatisé en partie, les budgets ont diminué d'autant et dans le public, eh bien, ça n'est pas mieux. Maryse Burgot, Roy Connolly. Une cantine dans une école publique de Londres. Au menu, sandwich et pizza distribués à la chaîne. Une alimentation assez étonnante pour des élèves en pleine croissance. Les Anglais dépensent en fait 3 fois moins d'argent que les Français pour nourrir leurs écoliers. Les chips sont censés améliorer l'ordinaire, mais le verdict des élèves est sans appel. C'est pas trop mal, mais parfois ça n'a aucun goût. Et puis c'est tout sec.
Malgré tout, et souvent par nécessité, la plupart de ces élèves mangent à la cantine. Un scandale dénoncé depuis plusieurs mois par un chef cuisinier anglais très médiatique. Jamie Oliver a alerté l'opinion publique en faisant diffuser ces images peu appétissantes de ce que mangent certains enfants. On apprend aux enfants à lire, à faire du sport, à écrire. Et de midi à 1h, on leur apprend comment devenir gros et mourir jeune. Ils ont le choix entre des chips ou des chips. On leur sert toujours la même chose. Des hamburgers à bas prix dont vous ne pouvez même pas imaginer la mauvaise qualité. Ce combat a bien sûr renforcé la popularité de ce chef dont les livres se vendent comme des petits pains. Mais il a aussi permis à de jeunes écoliers comme celui-ci et à des parents d'élèves d'oser se battre. J'ai fait une pétition pour que nous ayons des repas plus équilibrés dans notre école. J'ai demandé à Jamie de la signer et je la déposerai à la mairie moi-même. Le gouvernement a lancé un plan d'urgence pour améliorer les repas des élèves. 16% d'entre eux souffrent de problèmes de surpoids. Pour faire disparaître ces menus de type fast-food, il faudrait que les budgets par élève et par repas soient multipliés par 2. Autant dire que ces petits Britanniques vont encore manger des sandwichs. La semaine qui s'ouvre sera celle des soldes partout en France à partir de mercredi. En avant-goût et en avant-première, Toulouse se prépare à la foire aux bonnes affaires. Les clientes font leur repérage avant l'assaut. Yvan Martinet, Olivier Combe. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences. Ceci n'est pas une séance de shopping. Non, cet après-midi, Carole et Charlotte n'achèteront rien. Elles viennent plutôt repérer les futures bonnes affaires. Carole, vous avez repéré quelque chose? On a vu cette robe dans la vitrine et on se disait qu'elle était assez sympa. Parce que là, il faut attendre pour voir s'il a solde dans 3 jours. À mercredi alors. J-3 avant les soldes et l'occasion d'acquérir toutes les pièces tendances sur lesquelles elles ont craqué cet hiver. Alors pendant les soldes, je voudrais m'acheter le Bermuda un peu long, là, le Knickers pour porter avec mes bottes et éventuellement des chaussures à bourron avec un petit peu de talon pour les jeans, voilà. Repéré déjà? Repéré, oui, dans 1 ou 2 boutiques. Donc je pense courir mercredi là-bas. Mais en attendant mercredi, côté boutique, le temps est un peu long. Un peu long, ouais, c'est long, ouais. Ouais, c'est clair. Cette année, c'est la pire des semaines que nous ayons eues depuis des années d'ouverture de magasins. On n'a jamais connu une semaine aussi catastrophique que celle-là. Un répit mis à profit pour préparer les soldes. Exemple, chez ce chausseur. Donc ça c'est prêt, ça reste en réserve, ça bougera pas. Et le 11, c'est-à-dire mercredi matin, on sortira, on mettra tout en magasin. Le 11 janvier, pas avant, du moins officiellement, car nombre de clients anticipent et demandent un rabais. Certaines clientes nous demandent, à la rigueur, ce qu'on peut faire, on peut déjà mettre des articles de côté pour les bonnes clientes. On essaye de s'arranger, mais c'est vrai qu'officiellement, on n'a pas le droit de le faire. On attend vraiment le mercredi 11 janvier, jour des soldes. Et comme l'hiver est arrivé tard, les réserves des commerces sont encore bien remplies. Les premières des marques devraient donc être importantes. L'engouement des Français pour la décoration et une maison qui s'adapte aux nouvelles conceptions du confort, en phase avec l'époque. Un mobilier contemporain qui donne envie, comme au Salon du Meuble à Paris, une vitrine du design et des dernières technologies. Estelle Collin, Christophe Vignal. Murs d'images, transparence, métissage, la société change, ses meubles aussi. Difficile d'oublier que c'est la télévision qui a introduit le canapé dans nos foyers. Première mutation donc, la génération vautrée et ses 3h30 en moyenne passées par jour devant DVD, vidéo, écran. Des Français capables de s'endetter pour acquérir, comme ici, un bel écran plat. Il y a encore une dizaine d'années, dès que des amis venaient à la maison ou la famille, on montrait en statut social la cuisine intégrée en chaîne massive de style ancien. Maintenant, dès que les amis arrivent à la maison, ils rentrent dans le séjour et ils voient l'écran plat. Et c'est pour ça qu'on a vendu autant d'écrans plats pour Noël 2005. Seconde mutation, la famille à géométrie variable, ses ados prescripteurs et l'explosion des ventes des meubles modulables. Un effet de mode qui fait marcher le commerce. Maintenant, on part du principe qu'il faut qu'ils achètent pour se faire plaisir et que quand ils en ont marre, ils remettent tout sur la pelouse et qu'ils dégagent les meubles comme ça se fait aux États-Unis. Un marché en hausse de 2,5%. 7 millions des ménages, soit un Français sur 3, ont ainsi dépensé en moyenne 1 160 € pour l'achat d'un meuble.
L'hyper-personnalisation, le confort, une tendance au cœur des préoccupations comme ici à Nice, au e-Hotel, un établissement de luxe révolutionnaire, totalement réaménagé par Nathalie Crasset, meilleur designer de l'année. La durée de vie qui s'allonge, la population qui grandit, 6 cm en 2 générations, le mobilier apprend donc lui aussi à bouger. Un mobilier modulable et nomade, les 2 maîtres mots pour être dans le coup. Petit résumé de l'actualité sportive avec un bon week-end pour les Français en tennis et en ski, mais une grosse déception pour le boxeur Jean-Marc Mormec qui a perdu son pari hier à New York. Florent Gautreau, Arnaud Romera. Les bras en croix, à 33 ans, Jean-Marc Mormec n'y croit plus. KO à la 10e reprise, le Français voit s'envoler son rêve d'unifier le titre mondial des lourds légers. La déception est à la hauteur de l'espoir né d'une préparation impeccable et d'un début de combat réussi. Clairement, j'ai rien compris. Le coup, franchement, je le vois pas venir. Mais bon, c'est pas une catastrophe. Je vais revenir. Qui sera Serra? Peut-être une future star. Florent Serra a mis du temps, mais à 25 ans, il a remporté le tournoi d'Adélaïde en Australie. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-4 contre le Belge Malice, qui conclut un beau week-end français après le succès de Marion Bartoli et la belle finale de Gaël Monfils contre Roger Federer. Et peut-être la fin de l'hibernation française en ski. En Suisse, Jean-Pierre Vidal termine 4e du slalom d'Adelboden, remporté par l'Italien Rocca. Deuxième temps de la deuxième manche, 4e au final. Une performance qu'il a dédiée à Severino Bottero, l'entraîneur de l'équipe de France de géant, décédé lundi. Vidal retrouve au bon moment des sensations qui avaient fait de lui un inattendu champion olympique à Salt Lake City il y a 4 ans. Cinéma avec le dernier film de Stephen Frears, Madame Anderson présente, ou les mésaventures de ce théâtre londonien, véritable théâtre de légende, dirigé par une veuve joyeuse pendant la dernière guerre. Sur scène, une revue très déshabillée qui a fait courir des générations de Britanniques. Pascal Deschamps, Franck Brisset. Vas-tu faire de théâtre? C'est la question que s'est posée toute la haute société britannique lorsqu'en 1931, Laura Anderson, veuve désœuvrée, s'est offert un théâtre. La vraie Mrs. Anderson cachait derrière son air de ne pas y toucher un tempérament audacieux. Débarrassons-nous des costumes. Nous présenterons des nus. Des TikTok. Les revues musicales ne lui suffisant pas, elle se lance en effet dans les spectacles de nus. Il lui fallut pour cela convaincre le responsable de la censure auprès de la couronne, son grand ami Lord Cromer. Je m'efforce d'aborder avec délicatesse la question plutôt sordide et déplaisante des pudendas. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez très bien, Reprenez un peu c'est de du vin. sexe féminin que je parle. Oh, vous pouvez dire la chatte. Qu'est-ce qui vous gêne? Vous êtes la dernière personne dont j'aurais cru possible qu'elle use d'un tel langage. L'usage du mot est répandu depuis près d'un siècle et tout le monde ne parle pas latin. C'est une femme très complexe. Toutes les femmes le sont, n'est-ce pas? Elles nous surprennent toujours. Mais elle, je la trouve encore plus sympathique parce qu'elle a fait des choses qu'on n'attendait pas d'elle. Pour préparer le rôle, les acteurs ont eu la chance de rencontrer quelques survivantes. Honorables doyennes de l'effeuillage, en tenue désormais plus décente, mais qui se souviennent encore avec émotion de leur coquinerie passée. Les danseuses ne voulaient pas se mettre nues. On voulait même faire la grève. Mais le directeur artistique était un homme très persuasif. Il nous a dit que ces tableaux nus allaient être beaux, que ce serait de l'art. De l'art. De l'art. De l'art. Pardon. Mais derrière l'apparente frivolité de l'entreprise, il y a aussi l'histoire de tout un théâtre bien décidé à rester ouvert coûte que coûte pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Allemands peuvent nous bombarder, mais nous continuerons, jamais nous n'arrêterons de jouer. Stephen Frears a ainsi fait un film subtil, à la fois historique et musical, mais surtout hommage à une femme hors du commun qui a révolutionné le théâtre anglais. De la danse pour finir sur la scène de l'Opéra Garnier, la compagnie américaine Trisha Brown s'est arrêtée dans la capitale avant de partir en tournée. Trisha Brown, l'un des grands noms de la danse contemporaine. Marie-Hélène Bonneau, Jean-Louis Melin. L'Opéra de Paris résonne d'étranges sonorités. Trisha Brown, l'une des plus grandes chorégraphes du monde, revient à Paris avec sa compagnie. Des retrouvailles, les Français l'adorent. Concentration maximum avant le lever de rideau pour les danseurs.
Ils vont nous livrer les fruits des dernières incroyables recherches de la reine de la danse postmoderne. Presque des expériences scientifiques entre le mouvement, le son et la lumière. Trisha Brown en perpétuel état de création. Maintenant, je continue ma recherche personnelle en me mettant des défis pour créer des chorégraphies de danse moderne en allant vers plus d'abstraction. Je réfléchis à ce que je vais faire après. Un défi déjà, son dernier ballet. La chorégraphe mélange la danse et le multimédia. Les mouvements des danseurs sont restitués par des capteurs puis filmés. Inventer, réinventer le mouvement. Pour les danseurs, une véritable performance d'athlète. Avec la compagnie, nous répétons tous ensemble 6 heures par jour, 5 jours sur 7, et encore plus quand nous sommes en tournée. Je fais du yoga, je cours, je nage. Trisha Brown a l'art de créer. Créer comme un nouveau langage, avec ses codes, son vocabulaire et son style. Un langage certes abstrait, mais si séduisant. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo Nathalie Rioué. 20h50, Swimming Pool de François Ozan avec Charlotte Rampling et Ludivine Sagnier. Minuit 15, le dernier journal. Laurence Piquet. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Jack Lang. À 13h, vous retrouverez Élise Lucet. 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France Télé.